Bonjour. Dans cette leçon, on va étudier l'équation de Schrödinger. Mais avant cela, j'aimerais bien vous faire un petit rappel sur la fonction d'onde. Rappelez-vous bien de l'hypothèse de Louis de Broglie qui dit que les particules corpusculaires, on peut leur associer des ondes, à l'instar par exemple des électrons, des protons, des atomes et même des molécules. Et d'où le concept de dualité onde-corpuscule qui est adopté dans notre contexte quantique. C'est-à-dire, d'une part, la lumière ou bien les ondes électromagnétiques peuvent avoir un caractère corpusculaire que nous avons appelé photon, avec une impulsion, une énergie individuelle, et de l'autre côté, les particules corpusculaires telles que les électrons, les protons, les neutrons, les atomes peuvent avoir un caractère ondulatoire et ça a été confirmé par la microscopie électronique, le modèle de l'atome de Bohr, etc. Pour les ondes électromagnétiques, nous avons vu que le caractère corpusculaire a été confirmé par l'effet photoélectrique par exemple, ou bien l'effet quantum. Donc là, Louis de Broglie avait le privilège de généraliser cette notion de dualité onde-corpuscule. Et donc, dans le contexte quantique, une particule, on peut lui associer une onde, et cette onde, elle est décrite par une longueur d'onde qui est égale au rapport H sur P. H sur H la constante de Planck et P la constante de mouvement. Et donc, le concept classique de trajectoire est remplacé par la notion d'état qui dépend à la fois de l'espace et du temps. C'est-à-dire, je parle de l'état d'une particule. L'état d'un corpuscule, tel qu'un électron ou bien un atome, peut être caractérisé par une fonction d'onde qui dépend à la fois de R, de l'espace et du temps, et qui contient en principe toutes les informations nécessaires sur ce corpuscule. Étant donné que les positions possibles de la particule forment un continuum, la probabilité pour que la particule soit trouvée à l'instant t dans un volume de 3 de R, infiniment petit, au bout du vecteur, c'est-à-dire à l'extrémité du vecteur R, position, est donnée par cette probabilité élémentaire d de P, de R de T, qui est donnée par le modulo carré de la fonction d'onde psi carré de R d'être de R, le volume. Cela veut dire que si je divise d de P par rapport au volume, je trouve psi au carré qui représente une densité de probabilité de présence, c'est-à-dire une probabilité de présence par unité de volume. Et par analogie avec l'électromagnétisme, psi de RT s'appellera amplitude de probabilité de présence. Donc voilà ce qui concerne la terminologie qu'on va étudier. Alors une fois que le concept de dualité onde-corpuscule est validé et admis, alors la question qui se pose, quelle est l'équation qui va régir l'évolution temporelle et spatiale de ces fonctions. Bon, en mécanique, pour décrire l'état d'une particule, il suffit de résoudre par exemple l'équation de Newton, F égale m gamma. Mais ici, c'est autre chose, toute l'information est contenue dans la fonction psi de R de t, donc il fallait chercher une équation différentielle qui régit l'évolution de psi de R de t. Je tiens à vous rappeler que la fonction d'onde a certaines propriétés spécifiques. Par exemple, elle est toujours continue, elle est différenciable, c'est-à-dire elle existe. Elle est de carré sommable, c'est-à-dire que l'intégrale du modulo carré de psi existe et convergente parce que ça représente la probabilité totale de présence. Et en général, elle est localisée dans l'espace. On dit qu'elle est un support compact, c'est-à-dire le domaine où il évolue est compact ou bien localisé. Donc ça, c'est entre autres les principales propriétés de la fonction d'onde. Mathématiquement, ces fonctions-là appartiennent à un espace qu'on appelle espace L2, qui est un sous-espace de l'espace de Hilbert. Ce sont des fonctions qui satisfont ces propriétés. Donc, bon, là, on va essayer de trouver les arguments qui ont conduit Schrödinger à établir
sa fameuse équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger. Bon, là, nous avons un problème inverse. Nous avons un bilan d'énergie et on cherche l'équation, ou bien nous avons la fonction d'onde, et on cherche l'équation différentielle qui régit cette fonction d'onde psi. Donc, il faut savoir, ou bien il faut se rappeler que l'énergie totale, ou bien l'énergie propre d'une particule, c'est l'énergie potentielle plus son énergie cinétique. D'accord? Bon, si je mets le psi, la fonction d'onde psi ici, voilà, en avant, je remplace EC par P carré sur 2M. Bon, je suppose que je travaille sur l'axe des X pour simplifier, sachant que je peux généraliser. Donc, P carré sur 2M, c'est le terme énergie cinétique. P, c'est la quantité de mouvement. Et là, V de X de T, c'est le potentiel, c'est-à-dire l'ensemble des forces qui agissent sur la particule. Rappelez-vous que en mécanique quantique, on parle plutôt de potentiel que de force. C'est-à-dire que les forces qui dérivent de ce potentiel. Donc là, quand je dis potentiel, ça veut dire qu'il y a des forces derrière. Égal E, bon, l'énergie totale, bien l'énergie mécanique en physique classique, on l'appelle ici énergie propre. C'est l'énergie propre à la particule. D'accord? Bon, là, je rappelle, d'après la relation Planck-Einstein, que P, la quantité de mouvement, c'est H bar K. H bar K. H bar, c'est H2 divisé par 2pi, et K, c'est le vecteur d'onde de pi sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde associée à notre particule. E, l'énergie propre de cette particule, peut se mettre sous la forme H bar oméga. Oméga, c'est 2pi sur lambda. D'accord? Pulsation. Bon, là, je remplace dans cette équation, voilà, celle-ci. Donc, ça donne H bar K au carré sur 2M, multiplié par psi, ou bien agissant sur psi, plus V de X de T agissant sur psi, égale H bar oméga agissant sur psi. D'accord? Bon, là, comme je viens de le dire, on a la forme de la fonction d'onde, mais on cherche l'équation différentielle qui régit l'évolution de cette fonction. Bon, là, je rappelle que les fonctions d'onde sont en général des combinaisons de cosinus et de sinus. Bon, là, on va se placer dans un contexte plus simple, dans un cas simple, pour des raisons pédagogiques. On va considérer que la fonction d'onde est une combinaison de cosinus kx moins oméga t et de sinus kx moins oméga t. Kx, c'est la partie temporelle, spatiale, et oméga t, c'est la partie temporelle. A et B sont des constantes. Bon, si je mets 1 en facteur, ça donne cosinus plus gamma, sachant que gamma, c'est rapport B sur A. D'accord? Toujours pour des raisons pédagogiques, je simplifie davantage l'expression de cette fonction qu'on va essayer, et je donne carrément à ce rapport gamma, je lui donne la valeur I, c'est-à-dire I au carré moins 1. Bon, là, rappelez-vous que en notation complexe, ça s'écrit comme ça, A exponentielle IKX moins oméga t, qu'on appelle une onde plane de vecteur d'onde K qui se propage suivant X avec une pulsation oméga. D'accord? C'est une représentation complexe des ondes sinusoïdales. Bon, l'équation de Schrödinger, donc là, c'est H bar K au carré sur 2M, psi plus V de X psi, T, égale H bar oméga, psi. Bon, là, si je regarde psi, elle contient exponentielle kx et oméga t. Si je compare ici par rapport à la partie cinétique, là j'ai k carré. Donc le k carré ne peut provenir que d'une dérivée seconde de la fonction. D'accord? Donc là, je mets un facteur de proportionnalité que je cherche à déterminer. Donc là, c'est une dérivée seconde par rapport à x carré, agissant sur psi. Pour le terme potentiel, bon, sa forme ne change pas, c'est tout simplement une multiplication. Et là, de l'autre côté, de l'autre membre, je remarque que le terme en oméga ne peut provenir que d'une dérivée première par rapport à t. Donc je mettrai une autre constance b, bêta, des dérivées partielles par rapport à t
de psi. D'accord? Donc, par identification, voilà, bien, cela, c'est tout simplement parce que si je fais la dérivée seconde de cette fonction d'onde, je trouve moins k carré psi. Si je fais la dérivée première par rapport à t, je trouve moins i oméga. D'accord? Bon, là, c'est valable. Maintenant, c'est valable pour toutes les fonctions. Donc, je peux m'intéresser. Si j'arrive à déterminer alpha et bêta, j'aurai établi l'équation de Schrödinger. Donc là, cette équation-là, l'équation A, j'enlève le psi. Donc, ça donne h bar carré sur 2m k carré plus v de x t égale h bar oméga. Et la deuxième équation B, j'en mets le psi, donc ça donne moins alpha k carré plus v de x de t égale moins i bêta oméga. Donc là, je dispose de deux équations et tout simplement par identification, je peux déterminer facilement le alpha et le bêta. Donc l'identification de alpha et bêta donne les valeurs de alpha, c'est moins h bar carré sur 2m, et de bêta, c'est i h bar. Donc si je reviens à l'équation de départ, c'est moins h bar carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x carré de psi, plus v de x de t multiplié par psi, ou bien addition sur psi, égale i h bar, la dérivée par rapport à t de psi. Bon, là, on est arrivé à établir plus ou moins l'équation de Schrödinger, que je peux mettre sous la forme h psi de x de t égale i h bar d par rapport à t. Bon, là, vous remarquez que je travaille en termes de nouvelle entité qu'on appelle opérateur. Bon, le h, c'est moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à x carré, plus vx de t. C'est un opérateur qui correspond à l'énergie totale de la particule qu'on appelle hamiltonien. En guise de remarque, après avoir essayé d'établir l'équation de Schrödinger, on peut remarquer que là, on travaille avec plutôt des opérateurs, et là, vous remarquez que Px, l'opérateur P, quantité de mouvement sur x, c'est h bar sur i d par rapport à dx. C'est-à-dire le terme énergie cinétique qui est P carré sur 2m, c'est le carré de cet opérateur-là. Bon, h bar sur i au carré, ça donne moins h bar carré sur 2m, qui est un nombre constant, et la dérivée par rapport à x au carré, c'est la dérivée seconde par rapport à x carré. V de x de t ne change pas, et pour l'énergie totale, il lui correspond l'opérateur i h bar d par rapport à t. Donc, en mécanique quantique, toute grandeur physique est remplacée par un opérateur linéaire agissant sur l'espace des fonctions. C'est ce qu'on appelle le principe de correspondance. Un autre principe qu'on peut découvrir suite à l'équation de Schrödinger, c'est le principe de superposition. C'est-à-dire, bon, l'équation de Schrödinger étant une équation différentielle de deuxième ordre, donc il est probable qu'il y ait plusieurs solutions mathématiquement indépendantes. Bon, supposons qu'il y a n solutions indépendantes, psi 1, psi 2, psi n, etc., qui satisfont toutes la même équation, moins h bar carré sur 2m, laplacien, parce que là je travaille une dimension, l'équivalent de d secondes par rapport à x carré sur le laplacien, plus le terme v potentiel, i h bar d par rapport à t, de psi 1, la même chose pour psi 2, etc., jusqu'à psi n. Bon, je multiplie la première équation par une constante, un paramètre C1 complexe. La même chose, l'équation 2, je la multiplie par psi 2, etc., jusqu'à psi n. Et maintenant, si je fais la somme, sachant qu'il s'agit de la même particule, voilà, ça donne somme sur i, c'est i, psi i, et là, v, etc. Et donc, cette sommation-là peut être remplacée par une seule fonction qu'on appelle paquet d'ondes, que nous avons déjà rencontré. Et donc, l'équation de Schrödinger globale, c'est moins h bar carré sur 2m, laplacien de grand psi plus v grand psi égale i h bar d par rapport à t de grand psi. Grand psi, c'est la combinaison de toutes les fonctions d'onde solution de l'équation de Schrödinger, ou bien ce qu'on appelle le principe de superposition. Donc si